est aisé, nous reconnaissons comme culturelles toutes les activités et valeurs qui sont profitables à l'homme, en ce qu'elles mettent la terre à son service, le protègent contre la violence des forces de la nature. C'est sur cet aspect du culturel qu'il existe bien le moins de doute. Pour remonter suffisamment loin, les premiers actes culturels furent l'usage d'outils, la domestication du feu, la construction d'habitations. Entre tous, la domestication du feu se distingue comme une performance tout à fait extraordinaire et sans précédent. Un matériel psychanalytique incomplet qu'on ne peut interpréter avec certitude permet cependant au moins une supposition qui paraît fantastique au sujet de l'origine de ce haut fait humain. C'est comme si l'homme originaire avait eu l'habitude, quand il rencontrait le feu, de satisfaire sur lui un plaisir infantile en l'éteignant par son jet d'urine. Sur la conception phallique originaire de la flamme, qui comme une langue s'étire dans les airs, il ne peut y avoir, d'après les légendes existantes, aucun doute. Éteindre le feu en urinant, ce à quoi ont encore recours ces tardifs enfants de géants que sont Gulliver à Lilliput et le Gargantua de Rabelais, était donc comme un acte sexuel avec un homme, comme une jouissance de la puissance masculine sans la compétition homosexuelle. Celui qui le premier renonça à ce plaisir, épargnant le feu, put l'emporter avec lui et le contraindre à le servir. En étouffant le feu de sa propre excitation sexuelle, il avait domestiqué cette force de nature qu'est le feu. Cette grande conquête culturelle serait donc la récompense d'un renoncement pulsionnel. Et de plus, c'est comme si on avait commis la femme à être gardienne de ce feu retenu prisonnier au foyer domestique, parce que sa conformation anatomique lui interdit de céder à une telle tentation de plaisir. Il faut aussi noter avec quelle régularité les expériences analytiques attestent la corrélation entre ambition, feu et érotisme urinaire. Par les autres actes, l'homme s'engagea sur des voies qu'il n'a pas cessé de suivre depuis lors, et il est facile de deviner ce qui l'y incita. Au moyen de tous ces outils, l'homme perfectionne ses organes, moteurs aussi bien que sensoriels, ou fait disparaître les limites de leur performance. Les moteurs mettent à sa disposition des forces gigantesques qui peut, à l'instar de ses muscles, dépêcher dans n'importe quelle direction. Le navire et l'avion font que ni l'eau ni l'air ne peuvent entraver son déplacement. Avec les lunettes, il corrige les défauts de la lentille de son œil. Avec le télescope, il voit à des distances lointaines. Avec le microscope, il surmonte les frontières de la visibilité, qui sont délimitées par la conformation de sa rétine. Avec l'appareil photographique, il a créé un instrument qui retient les impressions visuelles fugitives, ce que le disque du gramophone est tenu de lui fournir, pour les impressions sonores également passagères, tous deux étant au fond des matérialisations de la faculté de se souvenir qui lui est donnée, c'est-à-dire sa mémoire. À l'aide du téléphone, il entend de loin, à des distances que même le comte respecterait comme inaccessibles. L'écriture est à l'origine la langue de l'absent, la maison d'habitation un substitut du ventre maternel, ce premier habitacle qui vraisemblablement est toujours resté objet de désirance, où l'on était en sécurité, où l'on se sentait si bien. Ce n'est pas seulement que cela ait l'air d'un conte, ce que l'homme par sa science et sa technique a instauré sur cette terre, sur laquelle il fit d'abord son entrée comme un être animal plein de faiblesses, et où tout individu de son espèce doit entrer comme un nourrisson en des aides. Of each inch of nature. En réalité, pour inch of nature, pauvre poussée de la nature. Ces paroles adressées par Périclès à sa fille, qui vient de naître, sont extraites d'un roman de George Wilkins, The Painful Adventure of Pericles, Prince of Tyre, les douloureuses aventures de Périclès, prince de Tyr. C'est directement l'accomplissement de tous les souhaits des contes, non de la plupart d'entre eux. Tout ce fond, il a le droit de le revendiquer comme acquis culturel. Il s'était forgé de longtemps une représentation idéale de l'omnipotence et de l'omniscience qu'il incarnait dans ses dieux. Il leur attribuait tout ce qui semblait inaccessible à ses souhaits ou qui lui était interdit. On peut donc dire que ces dieux étaient des idéaux culturels. Maintenant, il s'est beaucoup rapproché de l'accession à cet idéal. Il est lui-même presque devenu un dieu. Certes, seulement à la manière dont, selon le jugement général des hommes, on accède habituellement aux idéaux.
Non pas parfaitement, sur certains points pas du tout, sur d'autres seulement à moitié. L'homme est pour ainsi dire devenu une sorte de dieu prophétique, vraiment grandiose quand il revêt tous ses organes adjuvants. Mais ceux-ci ne font pas corps avec lui et lui donnent à l'occasion encore beaucoup de mal. Il a du reste le droit de se consoler à l'idée que ce développement ne sera pas précisément achevé à l'an de grâce 1930. Dans ce domaine de la culture, des temps lointains entraîneront de nouveaux progrès dont on ne peut vraisemblablement pas se représenter l'ampleur, augmentant encore plus la ressemblance avec Dieu. 1930, année de parution de Malaise dans la culture. Mais dans l'intérêt de notre investigation, nous n'oublierons pas non plus que l'homme d'aujourd'hui ne se sent pas heureux dans sa ressemblance avec Dieu. Nous reconnaissons donc le niveau de culture d'un pays quand nous trouvons qu'en lui est entretenu et traité de façon appropriée tout ce qui sert à l'utilisation de la terre par l'homme et à la protection de celui-ci contre les forces de la nature, donc brièvement résumé, ce qui lui est utile. Dans un tel pays, les fleuves qui menacent de provoquer des inondations auraient leur cours régularisé, leur eau amenée par des canaux là où on en est privé. Le sol serait travaillé avec soin, serait planté de végétaux qu'il est propre à porter, les richesses minérales des profondeurs seraient extraites avec diligence et transformées pour en faire les outils et instruments requis. Les moyens de communication seraient abondants, rapides et sûrs. Les animaux sauvages et dangereux seraient exterminés. L'élevage des animaux domestiqués serait florissant. Mais il nous faut poser encore d'autres exigences à la culture, et il est remarquable que nous espérions les trouver réalisées dans ces mêmes pays. Comme si nous voulions dénier la revendication que nous avons tout d'abord élevée, nous saluons aussi comme culturel ce que font les hommes quand nous voyons leur sollicitude se tourner vers des choses qui ne sont pas du tout utiles et sembleraient plutôt inutiles. Par exemple, quand les espaces aménagés en jardin, nécessaires dans une ville, comme terrain de jeu et réserve d'air, portent aussi des plates-bandes de fleurs, ou quand les fenêtres des demeures sont ornées de pots de fleurs. Nous remarquons bientôt que l'inutile dont nous attendons qu'il soit estimé par la culture, c'est la beauté. Nous exigeons que l'homme de la culture vénère la beauté, là où il la rencontre dans la nature, et qu'il l'instaure dans des objets pour autant que le permet le travail de ses mains. Il s'en faut de beaucoup que nos revendications envers la culture soient par là épuisées. Nous réclamons encore de voir les signes de la propreté et de l'ordre. Nous ne faisons pas une haute idée de la culture d'une ville de province anglaise à l'époque de Shakespeare, car nous lisons qu'un gros tas de fumier s'étalait devant la porte de sa maison paternelle à Stratford. Nous sommes indignés et crions aux barbares, ce qui est l'opposé du culturel, car nous trouvons les chemins du Wienerwald jonchés de papier éparse. Toute espèce de saleté nous semble incompatible avec la culture. De même, nous étendons au corps humain l'exigence de propreté. Nous sommes étonnés d'apprendre quelle mauvaise odeur la personne du roi Soleil répandait habituellement, et nous hochons la tête quand on nous montre à Isolabella la minuscule cuvette dont se servait Napoléon pour sa toilette du matin. Le Wienerwald sont des collines des environs de Vienne, célèbres pour leurs forêts et leurs vignobles. Bien plus, nous ne sommes pas surpris si quelqu'un va jusqu'à ériger l'usage du savon en étalon de la culture. Il en est de même de l'ordre qui, tout comme la propreté, se rapporte totalement à l'œuvre de l'homme. Mais alors que nous ne devons pas nous attendre à la propreté dans la nature, l'ordre au contraire s'apprend à l'écoute de la nature. L'observation des grandes régularités astronomiques a donné à l'homme non seulement le modèle, mais aussi les premiers points de repère pour introduire l'ordre dans sa vie. L'ordre est une sorte de contrainte de répétition qui, par un dispositif établi une fois pour toutes, décide quand, où et comment quelque chose doit être fait, si bien que dans chaque cas identique on s'épargne hésitation et oscillation. Le bienfait de l'ordre est tout à fait indéniable. Il permet à l'homme la meilleure utilisation de l'espace et du temps, tout en ménageant ses forces psychiques. On pourrait s'attendre à ce qu'il s'impose dès le début et sans contrainte dans les faits et gestes humains, et l'on peut s'étonner que cela ne soit pas le cas, que l'homme au contraire fasse montre d'un penchant naturel à la négligence, à l'irrégularité et au manque de fiabilité dans son travail, et qu'il lui faille d'abord être laborieusement éduqué en vue d'imiter les modèles célestes. Beauté, propreté et ordre occupent manifestement une position particulière parmi les exigences de la culture.
Personne n'affirmera qu'ils ont tout autant d'importance vitale que la domination des forces de la nature et que d'autres facteurs avec qui nous aurons encore à faire connaissance, et cependant personne ne voudra de bon gré les reléguer au rang de caractère accessoire. Que la culture ne soit pas seulement soucieuse d'utilité, c'est ce que montre déjà l'exemple de la beauté, que nous ne voulons pas voir absent des intérêts de la culture. L'utilité de l'ordre est tout à fait manifeste. Quant à la propreté, nous avons à considérer qu'elle est exigée aussi par l'hygiène, et nous pouvons supposer que cette corrélation n'était pas tout à fait étrangère aux hommes, dès avant l'époque d'une prévention scientifique de la maladie. Mais l'utilité ne nous explique pas totalement la tendance. Il faut que quelque chose d'autre encore soit en jeu. Selon nous, aucun autre trait ne caractérise mieux la culture que l'estime et les soins accordés aux activités psychiques supérieures, aux performances intellectuelles, scientifiques et artistiques, au rôle directeur concédé aux idées dans la vie des hommes. Parmi ces idées se trouvent tout en haut les systèmes religieux dont j'ai tenté ailleurs d'éclairer l'édification compliquée en l'avenir d'une illusion. À côté d'eux, les spéculations philosophiques et enfin ce qu'on peut appeler les formations d'idéal des hommes, leur représentation d'une perfection possible de la personne individuelle, du peuple, de l'humanité tout entière, et les exigences qu'ils élèvent sur la base de ces représentations. Que ces créations ne soient pas indépendantes les unes des autres, qu'elles soient bien plutôt intimement entremêlées les unes aux autres, rend plus difficile aussi bien leur présentation que leur dérivation psychologique. Si nous faisons l'hypothèse, de manière tout à fait générale, que le ressort de toutes les activités humaines et la tendance vers ces deux buts confluent, utilité et gain de plaisir, nous devons faire valoir la même chose aussi pour les manifestations culturelles ici mentionnées, bien que cela ne soit aisément visible que pour l'activité scientifique et artistique. Mais on ne peut pas douter que les autres activités, elles aussi, correspondent à de forts besoins des hommes, peut-être à ceux qui ne sont développés que chez une minorité. On ne doit pas non plus se laisser égarer par des jugements de valeur sur tel de ces systèmes religieux et philosophiques et tel de ces idéaux, que l'on cherche en eux la plus haute performance de l'esprit humain ou qu'on les déplore comme des égarements. On doit reconnaître que leur présence, en particulier leur prédominance, signifie un haut niveau de culture. Comme dernier trait caractéristique d'une culture, un trait qui n'est certes pas le moins important, nous avons à apprécier de quelle manière sont réglées les relations des hommes entre eux, les relations sociales qui concernent l'homme comme voisin, comme aide, comme objet sexuel d'un autre, comme membre d'une famille, d'un État. Il devient ici particulièrement difficile de se préserver de certaines exigences d'idéal et de saisir ce qui est somme toute culturel. Peut-être commence-t-on par déclarer que l'élément culturel est donné avec la première tentative pour régler ces relations sociales. Si une telle tentative n'avait pas lieu, ces relations seraient soumises à l'arbitraire de l'individu, c'est-à-dire que le plus fort physiquement en déciderait dans le sens de ses intérêts, émotions pulsionnelles. Il n'y aurait rien de changé à cela si ce plus fort trouvait à son tour un individu encore plus fort. La vie en commun des hommes n'est rendue possible que si se trouve réunie une majorité qui est plus forte que chaque individu et qui garde sa cohésion face à chaque individu. La puissance de cette communauté s'oppose maintenant en tant que droit à la puissance de l'individu qui est condamné en tant que violence brute. Ce remplacement de la puissance de l'individu par celle de la communauté est le pas culturel décisif. Son essence consiste en ce que les membres de la communauté se limitent dans leurs possibilités de satisfaction, alors que l'individu isolé ne connaissait pas de limite de ce genre. L'exigence culturelle suivante est alors celle de la justice, c'est-à-dire l'assurance que l'ordre de droit, une fois donné, ne sera pas de nouveau battu en brèche en faveur de l'individu. En cela, rien n'est décidé sur la valeur éthique d'un tel droit. La voie ultérieure du développement culturel semble tendre à ce que ce droit ne soit plus l'expression de la volonté d'une petite communauté, caste, couche de population, tribu, se comportant à son tour envers d'autres masses de même sorte et peut-être plus vastes comme un individu violent. Le résultat final est censé être un droit auquel tous, ou du moins tous ceux qui sont aptes à être en communauté, ont contribué par leur sacrifice pulsionnel et qui ne laisse aucun d'eux, là encore avec la même exception, devenir victime de la violence brute.
La liberté individuelle n'est pas un bien de culture. C'est avant tout culture qu'elle était la plus grande, mais alors le plus souvent sans valeur, parce que l'individu était à peine en état de la défendre. Du fait du développement de la culture, elle connaît des restrictions et la justice exige que ces restrictions ne soient épargnées à personne. Ce qui bouillonne dans une communauté humaine, en tant que poussée à la liberté, peut être révolte contre une injustice existante et ainsi favorable à un développement ultérieur de la culture, restée conciliable avec la culture. Mais cela peut aussi être issu du reste de la personnalité originelle, non domptée par la culture, et devenir ainsi le fondement de l'hostilité à la culture. La poussée à la liberté se dirige donc contre des formes et des revendications déterminées de la culture, ou bien contre la culture en général. Il ne semble pas qu'en exerçant une quelconque influence, on puisse amener l'homme à muer sa nature en celle d'un termite. Il défendra sans doute toujours sa revendication de liberté individuelle contre la volonté de la masse. Une bonne part de la lutte de l'humanité se concentre sur une simple tâche, trouver un équilibre approprié, c'est-à-dire porteur de bonheur, entre ces revendications individuelles et les revendications culturelles de la masse. L'un des problèmes qui engage le destin de l'humanité est de savoir si cet équilibre peut être atteint par une configuration déterminée de la culture ou si le conflit exclut toute réconciliation. En nous laissant indiquer par le sentiment général quels traits dans la vie des hommes doivent être nommés culturels, nous avons obtenu une impression nette du tableau d'ensemble de la culture, mais certes sans rien apprendre jusqu'ici qui ne soit généralement connu. Ce faisant, nous nous sommes gardés de souscrire au préjugé qui veut que la culture soit synonyme de perfectionnement, quelle soit la voie assignée à l'homme vers la perfection. Mais maintenant s'impose à nous une conception qui conduit peut-être autre part. Le développement de la culture nous apparaît comme un process spécifique qui se déroule à l'échelle de l'humanité et dans lequel bien des choses nous donnent comme une impression de familiarité. Ce process, nous pouvons le caractériser par les modifications qu'il effectue sur les prédispositions pulsionnelles humaines connues, dont la satisfaction n'en est pas moins la tâche économique de notre vie. Quelques-unes de ces pulsions sont absorbées de telle manière qu'à leur place survient quelque chose que nous décrivons chez l'individu pris isolément comme particularité de caractère. L'exemple le plus remarquable de ce processus, nous l'avons trouvé dans l'érotisme anal de l'adolescent. Son intérêt originel pour la fonction d'expression, ses organes et ses produits, se mue au cours de la croissance en un groupe de particularités qui nous sont connues comme parcimonie, sens de l'ordre et propreté. Particularités qui, en elles-mêmes, précieuses et bienvenues, peuvent s'intensifier jusqu'à prendre une prédominance frappante, donnant alors ce qu'on appelle le caractère anal. Comment cela se fait? Nous ne le savons pas quant à l'exactitude de cette conception, elle ne fait aucun doute. Or, nous avons trouvé que l'ordre et la propreté sont des revendications culturelles essentielles, bien que leur nécessité vitale n'apparaisse pas précisément comme évidente, pas plus que leur aptitude à être des sources de jouissance. Arrivé à ce point, la similitude du processus culturel avec le développement libidinal de l'individu ne pouvait manquer de s'imposer à nous d'emblée. D'autres pulsions sont amenées à déplacer, à reporter sur d'autres voies les conditions de leur satisfaction, ce qui, dans la plupart des cas, coïncide avec la sublimation des buts pulsionnels, bien connus de nous, mais dans d'autres cas peut encore être démarqué d'elle. La sublimation pulsionnelle est un trait particulièrement saillant du développement de la culture. Elle permet que des activités psychiques supérieures, scientifiques, artistiques, idéologiques, jouent dans la vie de culture un rôle tellement significatif. Si l'on cède à la première impression, on est tenté de dire que la sublimation est en général un destin de pulsion que la culture obtient par contrainte. Mais on fera mieux d'y réfléchir encore plus longtemps. Troisièmement, enfin, et c'est ce qui semble le plus important, il est impossible de ne pas voir dans quelle mesure la culture est édifiée sur du renoncement pulsionnel, à quel point elle présuppose précisément la non-satisfaction, répression, refoulement et quoi d'autre encore, de puissantes pulsions. Ce refusement par la culture exerce sa domination sur le grand domaine des relations sociales des hommes. Nous savons déjà qu'il est la cause de l'hostilité contre laquelle ont à combattre toutes les cultures. Il posera aussi de lourdes exigences à notre travail scientifique. Nous avons là à fournir beaucoup d'éclaircissements. Il n'est pas facile de comprendre comment s'y prendre pour retirer à une pulsion la satisfaction. Cela n'est pas du tout sans danger,
Si l'on ne compense pas cela économiquement, on peut s'attendre à des troubles graves. Mais si nous voulons savoir à quelle valeur peut prétendre notre conception du développement de la culture en tant que process particulier, comparable à la maturation normale de l'individu, il nous faut manifestement nous attaquer à un autre problème, nous poser la question de savoir à quelle influence le développement de la culture doit son origine, comment il a pris naissance et par quoi fut déterminé son